Bonsoir, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Population à risque. Les micros n'étaient pas branchés, je sais pas si je disais des bêtises, mais nous sommes dans votre 10e émission Population à risque et ce soir, en spécial travail, car nous sommes le 1er mai, nous allons parler de la mort du travail. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, je suis Annel Winter. Et coucou, ici Gigi. Et bonsoir, ici Poupoupidou. Bonsoir, ici Socrata. Bonsoir, ici Queen de Bord. Bonsoir, etc. Bonsoir, ici Lily la magicienne. Et Josie la calache. Bonsoir, bonsoir. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent et tout, et qui ont des idées formidables pour les pseudos, donc on leur fait des bisous. Coucou. Générique. Et Pierre Le Fou avant. Oui, non, ça va. T'as repris ma place, mais pas bien. On va faire un sondage. Non, monsieur, on n'a pas d'argent. Eh bien, il faut travailler pour gagner de l'argent. Vous ne voulez pas travailler. Non, monsieur, on ne veut pas travailler. Alors, comment allez-vous faire pour payer l'essence? Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Et oui, pour ceux qui n'ont pas fait LV2 allemand, Ich arbeite du syndicat électronique. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Et Annal, tu avais quelque chose à nous dire? Ah, j'ai pas branché encore le micro. Ah, merci. Un extrait à vous lire. Je t'en prie. T'es vraiment mauvaise. Je te fais des bisous là. Oui. Ça va, je suis passive-agressive. C'est un extrait des Apologistes du travail de Friedrich Nietzsche. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail que c'est là la meilleure des polices, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend à entraver vigoureusement le développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Voilà. Merci. Alors, peut-être qu'on peut passer à l'actu du jour. Oui, alors, l'actu du jour, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, nous étions le 1er mai, donc qu'est-ce qui se passe le 1er mai? C'est pas un quiz, hein. Il y a des manifestations. Ouais, attends, c'est pas la fête du muguet? C'est la fête du muguet. C'est la fête du muguet. Et non. En fait, donc moi je vois sur ma fiche, non, c'est... c'est quoi? C'est la fête du travail en fait, donc on fête le Pas travail. tout à fait. Ah non, d'accord. Pour Pétain, c'est la fête du travail. Ah oui. D'accord. Effectivement, c'est Pétain qui avait instauré cette fête du travail pour rassembler la nation, enfin tout le truc fasciste quoi, qu'on connaît en ce moment d'ailleurs. Excuse-moi Lily. Et effectivement, l'actualité du jour, ce sont différentes manifestations dans toute la France, c'est all around the world. Mais surtout à Paris, ce qui est chouette, c'est qu'on a une petite pensée pour nos casseuses préférées parisiennes, parce que bon, hein, on a tous aimé quand même la nouvelle déco du McDo Austerlitz. Très sympathique, c'est vraiment ouvert, on laisse passer l'air. Les sièges, c'est des sièges hyper chauds, encore sur un truc de braise.
Vraiment, je trouve qu'il y a eu un effort au niveau des couleurs même. Mais et attends, tout. Gigi, parce que moi j'ai fait un jour de détox numérique là. Merde. Donc qu'est-ce qui s'est passé au McDo Eh Austerlitz? bien, McDo et pas le Starbucks, ni Burger King, parce qu'on pense à toutes nos marques préférées. Eh bien, des casseuses vraiment armées de leurs talons Louboutin. S'en sont pris en fait à ce pauvre fast-food seul et désœuvré sur la place d'Austerlitz et ils ont mis le feu à coups de cocktail Molotov. C'était vraiment terrible. Des images circulent sur le net. Gérard Collomb, Salade et Oignon, a d'ailleurs estimé que tous ces faits étaient condamnables et seraient condamnés. Donc c'est très très grave. Néanmoins, plus sérieusement, nous avons appris qu'il y a eu 200 interpellations sur 1200 cagoules parisiennes qui s'étaient rassemblées pour ce jour-là. Il y a des gens qui comptent les cagoules? Oui, il y a des gens qui comptent les cagoules. Dis-toi bien que la préfète de Paris a fait un tweet avec 2 photos de toutes ces personnes cagoulées, disant à la population be careful, des cagoules sont en libre circulation, c'est la mondialisation ultime, en libre circulation sur le pont d'Austerlitz. Donc il y a quand même eu 200 interpellations. On pense à toutes ces petites cagoules seules paumées dans Paris. Et puis bon, maintenant on dit bon courage au quartier latin. Et puis on en discutera sans doute la prochaine semaine, puisque Annal est en train de perdre conscience et son souffle. Il y a sans doute d'autres formes de... J'attends mon latte Starbucks en fait. Ton latte ou ton maté? Mon latte. D'accord. T'es encore Et ailleurs. Dis-moi. Du coup, bon, moi j'aime les cagoules et les cagoles, voilà. Les cagoles étaient à Bordeaux voilà. d'ailleurs. Et je sais pas si vous les avez vues. Voilà, moi je vous explique, parce qu'en plus d'être présentatrice de Charme à succès, je suis aussi journaliste de Charme à succès. Et donc ce matin, me levant à l'aube, car la CGT appelait à 9h30 la manif Place de la République. Tout un symbole, hein, vraiment, on n'avait jamais vu ça, une manif Place de la République. Et je chausse, mais oui. Entre la morgue et le palais de justice, comme dirait Queen de Bar. Je me décidais à chausser mes petites bottines en cuir après avoir mangé mon muesli un peu rapidement, quoi, et m'être coiffé en quelques minutes. Et armé de mon micro et de mon carnet à fleurs, je partais faire du yoga, du publi-journalisme en fait. Voilà. Ils m'ont appelé. Car il y avait un ping block en fait, ils m'ont appelé, les militants méchants, ils m'ont appelé pour faire un peu de publicité pour eux, quoi. Et de ça j'ai tiré un extrait sonore qui est plutôt intéressant à écouter, et je vais vous le mettre en fait. Voilà. Et voilà. Et il nous tarde. Et en fait, on a hâte d'entendre franchement, j'avais l'investigation là. J'ai un petit problème technique et je vais mettre une petite chanson à la place.
Alors pour celles et ceux qui ne parlaient pas italien, succhiamo, faccio quel che vogliamo, nous suçons, nous faisons ce que nous voulons. Et maintenant, l'enregistrement, finalement. C'est quoi les... Toi aussi t'es magique. C'est la déconstruction de la manip jusqu'au bout. Hello. Je pense qu'il va falloir y aller. Ok. J'adore. Mais là c'est la... J'adore le poupée. Ok, on va y aller. On déploie. Bonjour, je suis journaliste. Oui, Vous avez un truc à dire mais écoute, c'était le 1er mai aujourd'hui, donc on n'a pas envie de travailler, puis d'ailleurs les autres jours non plus, hein, parce qu'on a trop de choses à faire dans notre vie. Voilà. Comme faire quoi par exemple? Puis Braquer, Gucci, voler, Monoprix. Ah, ça a saturé monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, merci. C'est quoi Merci. les petits flyers là, moi j'en ai pas. Je verrai aux gens qui en ont, je les C'est qui les flyers les paroles? On va leur demander des trucs. Al, on déplie. Al, on déplie. On va déplier une fois qu'on sera là-bas. Ouais. Vous en voulez, on en a d'autres? Ah mais je suis vraiment trop fan de toi. Ah ouais? Il y a un petit mélange. Bah, un petit mélange n'importe quoi. Ouais c'est ça, mais c'est très bien. Ça arrive. Je vous fais des compliments. Bah oui, c'est gentil. Je croyais que ça râlait. Ouais, non, attends, on est très contente là. Ah oui c'est toi, On c'est est bien. prêts. Oh, on est chaud. Ah là là, 9h30. T'inquiète, Mais ça mériterait pas un you-you. Ah, c'est la France Insoumise. Je le dis aux futurs auditeurs. Sodomie! 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 Quoi? On devrait se mettre tout là-bas. Toujours. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez crier pour le micro, s'il vous plaît? Mais non, ça joue pas, on danse. On fait votre travail. C'est nous cette musique là? Maintenant c'est l'entre-deux. Allez. C'est à bout! On en viendra tous à bout! Le travail, C'est à bout! On en viendra tous à bout! le travail, c'est à vous. On en viendra tous à bout! Le travail, c'est à bout! On en viendra tous à bout! Le travail, C'est à bout! On en viendra tous à bout! Le travail, c'est à bout! On en viendra tous à bout! Le travail, c'est à bout! C'est à bout! On en viendra tous à bout! Je refuse de travailler! Je veux pas travailler! Bon, elle monte ta sauce là, chérie. Je refuse de travailler! Leurs abattements! Je refuse de travailler!
Ça me prend beaucoup trop de temps et j'en ai besoin pour baiser. Sortir les doigts du cul, ça on peut faire ça. Et derrière, nous, on veut plus. On en viendra tous à bout. Le travail, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Le travail, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Le travail, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Ah non. Oh là là. Nous un peu des sodomies. Oui. C'est la grève générale. Nous ce qu'on veut, c'est la grève générale. Nous ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin du travail. Voler Gucci, voler Monoprix. Voilà comment lutter contre la précarité. Qu'est-ce qu'elle chante? Partout, start-up nulle part, Pink Block partout, start-up nulle part, Pink Block partout, start-up nulle part, Pink Block partout, start-up nulle part. Fin du travail, plus de temps pour baiser. 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 Sortir les doigts du cul. Nous, ce qu'on préfère, c'est tripoter derrière. Nous, on veut plus sortir les doigts du cul. Nous, ce qu'on préfère, c'est tripoter derrière. Oui, nous sommes actuellement dans le Pink Block de la manif. Il se passe des choses étranges. Lolo! Ah! Je peux avoir un autographe! Excusez-moi, une fan hystérique. Lolo! Ah! Je vais mettre tes cheveux! Ah, elle commence à lancer des lasers avec ses yeux. Ça bouge. Passif dans le lit, actif dans la rue. 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 Pink Block partout, start-up nulle part. 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 Partout, nulle part. Police partout, justice partout. Police partout, justice partout. Police partout, justice partout. Police partout, justice partout. Police partout. Moi, je comprends pas votre message. Oui, en fait, nous sommes la France Insoumise et la commission déguisement. Oh! Et nous venons mettre une bonne ambiance. J'adore. Et voter Mélenchon. D'accord, je ferai ça alors, promis, juré. Voilà. On veut pas du muguet, on veut du LSD. On veut pas du muguet, on veut du LSD. On veut pas du muguet, on veut du LSD. On veut pas du muguet, on veut du LSD. On veut pas du muguet, on veut du LSD. On ne veut pas du muguet, on veut du LSD. Général du sexe anal pour le changement social. On est bourgeois. Manif viril, prostate fragile. Manif viril, prostate fragile. Manif viril, prostate fragile. C'est bon, j'ai eu la prise de son. Ils vont croire que c'était incroyable cette manif. Fake manif news quoi. Ouais.
Nous, on fait de la propagande. Qu'est-ce qu'elle me fait? Et voilà, on vient de s'écouter la manif. Donc en fait, non, contrairement à ce que je dis à la fin, c'était vraiment bien, quoi. On a passé un super moment et c'était chouette. Donc je crois qu'on va... Je crois que c'est toi, Socrata, qui avait des trucs à dire. Oui. Ouais. Avant de passer à la discussion qu'on va avoir entre nous suite à cette manif d'aujourd'hui, je voulais un peu introduire cette discussion en abordant le travail de Mario Mieli, qui était une des plus grandes folles que les mouvements homosexuels aient pu connaître. Il a sévi en Italie dans les années 70. Il était un des fondateurs du groupe Fuori, qui veut dire dehors en italien. Et voilà. Et dans tout ce processus des années 70, Fuori, il y a eu une sorte de scission, notamment avec le groupe milanais dont Mieli faisait partie, parce que tout le reste du mouvement allait avoir plus une tendance réformiste, auquel Mieli et toutes les folles de Milan vont s'opposer. Et dans son bouquin, qui s'appelle Éléments de critique homosexuelle, il y a un chapitre qui concerne... qui aborde le travail, pardon. Et dans ce chapitre-là, il y développe une de ses hypothèses concernant les causes de l'affirmation historique du tabou anti-homosexuel. C'est évidemment la norme hétérosexuelle, je vous le mets dans le mille. C'est-à-dire le mariage, la famille, le travail comme institutionnalisation de l'assujettissement de la femme au mâle. C'est-à-dire l'utilisation de la sexualité comme moyen pour réaliser une fin socialement utile. Aujourd'hui, et je pense qu'il nous faut questionner cette affirmation au regard de nos perversions, comment est-ce qu'elles elles-mêmes peuvent être utiles socialement, et c'est un peu ce qui se passe pour beaucoup avec les identités queer aujourd'hui, comment elles sont récupérées et mises dans le processus économique de ce cher XXIe siècle. Je vais lire un peu un passage de ce bouquin de Mieli pour décrire un peu sa verve et où il veut en venir. Cette affirmation, il faut la questionner. Il est évident qu'aujourd'hui, la société sait très bien se servir des perversions dans un but utilitaire. Il suffit d'aller chez un marchand de journaux ou au cinéma pour s'en rendre compte immédiatement. La perversion est vendue au détail et en gros, elle est étudiée, sectionnée, évaluée, marchandisée, acceptée, discutée. Elle est devenue à la mode, elle est devenue culture, science, papier imprimé, argent. L'inconscient est vendu en tranches sur le comptoir du boucher. Si donc, pendant des millénaires, les sociétés ont réprimé les dites perversions de l'éros afin de les sublimer dans le travail, aujourd'hui le système les libéralise dans le but de les exploiter ultérieurement dans la sphère économique et de soumettre toutes les tendances érotiques aux impératifs de la production et de la consommation. Voilà, maintenant je pense qu'on peut commencer à discuter. Oui, discutons. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le travail ? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le texte que tu as lu aussi, Socrata, quoi, surtout. On peut dire que quand il y a une position en tant que queer par rapport au travail, on vit des oppressions plus fortes que certaines personnes de la société. Et en tant que queer, d'aller à une manif du 1er mai pour revendiquer la fin du travail ou l'abolition du travail ou la fin de toute forme d'exploitation par le travail, en tout cas, c'est une forme de perversion, non ? L'exploitation ? Non, non, pas du tout. Non, ce qui est une perversion, c'est mais dans un sens positif, une perversion. De vouloir la mort du travail. De vouloir la mort du travail, oui. Ouais. Moi, ce que je trouve un peu joli, c'est aussi d'aller dans un endroit où, comment dire, où on n'est pas censé être, ou en tout cas où on peut être, mais pas en tant que ça, quoi. Et c'est ce qui nous avait marqué, c'était le Phare, qui avait fait la même chose le 1er mai 71, voilà. En chantant, en hurlant, nous sommes un fléau social, quoi. Il y a un peu une idée comme ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on y va en tant que folle, en tant que marginaux,
mais normalement on devrait y aller en tant que travailleur, quoi. Mais on y va en tant qu'autre chose que juste travailleur, quoi. Et on dépasse justement ce cadre-là. J'ai l'impression qu'on y va aussi en tant que travailleur, en fait. Enfin, c'est... Ou que travailleurs qui travaillent pas, quoi. Mais de temps en temps, on taffe, de temps en temps, on a quand même nos petits boulots et on vient aussi avec cette précarité-là, quoi. Et c'est... Effectivement, on vient par un autre biais, une autre impulsion. Mais il y a quand même un... Enfin, faut quand même aborder cet aspect-là précaire qui est à la fois que par provocation, on annonce la mort du travail, mais c'est aussi qu'on est concerné par ça, quoi. Bah, on est concerné, mais pas de la même manière. Du coup, j'ai l'impression qu'on aurait pu... Enfin, moi, j'ai pu aller à des fêtes du travail les autres années, mais pas avec la même perversion et la même liberté vis-à-vis de qui j'ai envie d'être en manif. Et du coup, le fait de créer un espace quand même où tu peux assumer une autre perversion que dans ton rapport au travail, mais une perversion aussi par rapport à l'hétéronormativité, ça fait un peu... Enfin, c'est une double perversion à un endroit, j'ai l'impression, qui est aussi juste jouissive personnellement, quoi. Et qui est un peu performatif, parce qu'au final, on n'a pas aboli le travail ce matin, j'ai l'impression. Merde. Ouais, je suis désolé. Mais il y a une forme de jouissance, enfin, moi je le vis comme ça, quoi. Oui. Au-delà. Oui, ce que je trouve frappant, c'est que effectivement, en fait, on se rend compte dans toutes les manifestations que souvent les questions queer, les questions des sexualités, des corps, des identités, même si j'aime pas le terme, souvent s'effacent en fait devant la propension des manifestations à toujours s'inscrire dans une continuité de lutte qui est celle pour des droits du travail, pour la défense d'acquis sociaux, etc. Alors que, en fait, peut se créer sans doute une nouvelle lutte, ou du moins un champ de lutte nouveau qui est justement cette question des corps, des sexualités et des queers. Et en fait, c'est très difficile de la voir émerger aujourd'hui en manifestation, ne serait-ce que par l'attitude des manifestants et des manifestantes elles-mêmes et eux-mêmes. Et c'est vrai que ce matin, ce fameux Pink Bloc n'a pas cassé le travail, mais il est très rare de voir émerger ça dans une manifestation. Et sitôt que c'est proposé, même dans des réunions militantes, souvent, il est conseillé disons, de se ranger derrière la CGT, derrière les grands syndicats, derrière en fait ceux et celles qui se sont battus pour des droits du travail, alors qu'il est pour moi dommage, et c'est un écueil dans lequel on tombe bien souvent. On pourrait créer en fait une nouvelle façon de manifester à partir de ces questions-là, et je pense que c'est l'échec de toutes les manifestations qui existent jusqu'à présent, en fait, tout simplement. Et notamment d'introduire de nouveaux sujets là-dedans, parce que l'éternel sujet du salarié et du patron, de la casse du code du travail, ça marche plus comme... ça marche même plus comme discours, ça parle de moins en moins de personnes, et on le voit bien à quel point aussi ça ramène de moins en moins de monde le 1er mai. C'était assez criant à Bordeaux aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand monde, quoi. Il y a les plus grandes casses du travail aujourd'hui qui sont à l'œuvre, et il y a le moins de monde pour aujourd'hui combattre ça. Et ça, c'est aussi qu'il y a quelque chose de très obsolète dans la manière dont les syndicats et les partis abordent ce sujet-là. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on ouvre d'autres questions là-dedans, quoi. Et, des questions un peu nouvelles et un peu dans l'époque, parce que là, c'est vieillot. Enfin, tous les slogans qu'on a pu entendre. Non, mais c'est incroyable, hein. Mais tout est vieillot, quoi. Et encore, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont pas mis antisocial, quoi. Ils ont pas mis Jean-Louis Aubert. Mais peut-être qu'ils ont été attaqués par la SACEM, je sais pas. Mais mais en fait, moi, ce qui me frappait aussi, c'est que finalement, en fait, faut être à cette manif, t'as l'impression qu'il faut être travailleur pour exister, quoi. Et genre, moi, je suis pas travailleur, je suis inactif, d'ailleurs, selon les termes officiels de l'administratif. Et au final, moi, j'ai pas d'argent
Alors même si j'ai de l'argent, je le ferai pas. Je m'achèterai des sushis, mais je j'ai pas d'argent pour m'encarter dans un syndicat qui, avec cet argent, loue des camions, met de la sono très fort. Et c'est toujours la même mise en scène, quoi. C'est toujours ceux qui ont la sono qui vont capter le truc. Mais en fait, c'est toujours Comme à la Gay Pride. Oui, mais C'est comme à la marrant, Gay Pride. on a déjà quoi. eu cette conversation. Mais c'est que des. Et bizarrement, et comme à la Gay Pride, c'est toujours des espèces de ringards derrière les micros qui vont nous parler de la casse du service public. Et à un moment donné, moi j'ai envie de dire, j'en ai rien à faire de la casse du service public parce qu'il est déjà cassé, le service public. On va pas se mettre à pleurer les années 70 là. Et il faut qu'on se mette à vraiment proposer des trucs radicaux, quoi. Et c'est ça qui était beau dans le Pink Bloc, c'est que on disait ben non, on veut pas travailler. Et ce qui en fait, nous ça nous paraît assez normal, quoi. Mais il y a un truc assez choquant encore, quoi. Et c'est ça qui est fou, de dire ça, quoi. On veut pas travailler, on est inactif, mais on n'a pas de syndicat, on n'a pas tous les moyens qu'ont la CGT, quoi. Et c'est pas pour dire on veut plus d'argent. Enfin, si, on veut de l'argent, mais pas pour ça, quoi. Mais bon, bref, voilà. Mais c'est juste, oui. Non, mais c'est juste qu'il y a une dépendance au travail aussi. Oui, Il y a c'est une fou, dépendance de la part de plein de gens dans de plein de milieux sociaux, de plein de militants aussi. Et même les militants qui se considèrent comme les plus gauchos vont avoir un rapport hyper dépendant au travail et à l'injonction au travail, pour le coup. Moi, j'ai l'impression, et ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi c'est pertinent un Pink Bloc sur des manifestations en travail. J'ai l'impression que c'est aussi un rapport évidemment à la radicalité, un rapport au corps et à la liberté de pouvoir en faire ce qu'on a envie d'en faire et du coup de ne pas l'utiliser comme un outil productif pour le marché du travail qui se met en travail mais pour soi-même, quoi. Et un truc assez paradoxal aussi, moi j'ai l'impression que ça ne choque pas tant que ça finalement les gens quand tu leur dis qu'en fait il faudrait supprimer le travail. Ça peut faire sens parce que c'est pas naturel. Enfin, il y a un truc... tout le monde a conscience que c'est une obligation et que c'est une drogue. Il y a plein de gens qui ont la flemme de travailler, qui n'ont pas envie de travailler, qui sont perdus par rapport au travail, qui ont juste pas envie. Le capitalisme, c'est pas quelque chose d'inné et la dépendance au travail n'est pas quelque chose, encore une fois, d'inné. Elle est construite, quoi. Et voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus une piqûre de rappel à un endroit anti-viriliste et anti-travail et anti-énormément de choses et surtout qui propose un autre rapport au corps et à la liberté de ce qu'on en fait. Mais que finalement, en fait, pour certaines personnes, c'est un mode ah bah ouais, en fait, c'est pas con. Après Lily, moi je pense qu'il y a quand même plein de gens. Alors je sais pas, moi tu vois les discours de gauche qui sont dans des partis, quoi, que ce soit là il y a la France Insoumise ou le PS et tout ça. Enfin c'est quand même des trucs. Enfin le PS encore. Oui, il y a Stéphane Le Foll dedans. Ils ont quand même encore une espèce de dépendance au travail et dans les et c'est ça qui est fou. Et même Mélenchon, il en vient à mais parce que c'est un vieux ringard aussi lui, mais il en vient à parler de la production et à faire comme les vieux communistes, glorifier la production. Et je pense qu'il y a encore plein de gens là-dedans, quoi. Et en fait, peut-être que quand tous les vieux ringards ils auront 80 ans, qu'ils seront trop vieux pour aller en manif, peut-être que là. Ce discours, il va vraiment exister, quoi. Mais c'est parce que c'est un rapport marchand au travail aussi. Parce que nous, on voit, là, actuellement, on est en train de travailler pour faire certaines... Bon, il y a des fois, on a beaucoup moins travaillé, mais pour faire certaines émissions, on bosse, et puis... mais il n'y a pas de rapport salarial, en fait, à ce travail-là. Et ce qui est intéressant par rapport à, entre gros guillemets, nos identités, qu'on cherche à faire disparaître aussi, c'est que... la devise de la France de Vichy, qui était travail, famille, patrie, la famille, on l'a réduit à néant en fait aujourd'hui. On peut être un homme et accoucher d'un enfant, on peut être une femme et se marier avec une femme, etc. etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Les frontières, l'idée de patrie, c'est en train de... Bon, il y a un côté réac qui soutient encore ça, mais c'est en train de s'effacer complètement. Et avec Internet et avec... les migrations qui sont de plus en plus conséquentes, mais et le combat pour l'abolition des frontières, tout ça. Mais l'idée de travail n'a quasiment jamais été touchée. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, effectivement. Mais peut-être parce que c'est en train de disparaître aussi, cette idée du travail salarial. Cette idée-là, en fait, il y a quand même une modernisation qui s'est faite donc, sur la famille et sur le rapport aux frontières, comme tu viens de le dire. Mais dans le travail, il y a
le rapport à la production, à la marchandise a aussi énormément évolué. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus porté sur la question de la valeur. C'est Oui. à quel point, par exemple, tu vas pas forcément... en fait, il y avait des Italiennes qui avaient étudié comment est-ce que les identités queer pouvaient être récupérées dans le travail. Ça se fait beaucoup dans le monde des bars et de la restauration, mais aussi dans le cadre universitaire où il y a de plus en plus de masters genre, dans la culture aussi. Qui devient, c'est une sorte d'explosion d'expression culturelle, mais qui est quand même une marchandise. C'est les films, les spectacles, tout ça, ça se vend, ça se monnaie. Il y a des subventions, il y a des enjeux de représentation là-dedans qui sont très forts. Et en fait, les identités queer sont extrêmement captées là-dedans, quoi. Et c'est en ça que je pense que le travail de Mieli, en fait, il est intéressant parce que lui-même déjà s'aborde l'idée même de se mettre au travail là-dedans et surtout de mettre le désir au travail. Parce que pour lui, il y a un fondement dans le travail qui agit à partir du désir comme quelque chose qui va le garder vivant très 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 longtemps, quoi. Quand même la figure de l'ouvrier peut s'estomper, mais en vrai c'est un autre sujet, mais c'est pas tout à fait le cas non plus. Mais après, la question du travail, elle existe aussi dans les films de Guy Debord dans les années 60. Je suis désolée de reparler encore une fois, mais on dit que ça n'a jamais été questionné. Mais par exemple, les premiers films de Guy Debord parlent exactement de comment cette division entre le loisir et le travail, donc on dit travail, famille, patrie, mais il faudrait dire travail, loisir, patrie, comment cette division entre les loisirs et le travail, l'occupation qui rapporte de l'argent et l'occupation qui est censée divertir, qui est celle de la société du spectacle, a vraiment fait en sorte que les gens dissocient leurs activités. Ils dissocient l'activité qui rapporte de l'argent de l'activité qui fait autre chose. Et ils ont dit cette chose-là qui était chantée dans le Pink Bloc, c'est que si on pense à l'emploi du temps, qui est souvent géré par les métros, le travail, et quand on n'a plus de travail à faire, on se divertit dans un loisir, et ben en fait, penser à l'emploi du temps, ce que ça veut dire en termes d'usage pour sa propre vie, c'était aussi se libérer du temps pour baiser, comme dit le Pink Bloc, ou libérer du temps pour faire d'autres choses. Et en fait, c'est pas seulement la question de la production, c'est la question de disposer de son propre temps pour disposer de ses propres actions, d'avoir le temps de penser, d'agir, de plein de choses. Et il y a aussi cette petite chose qui a été dite dans les années 60. Mais ce qu'on peut faire, c'est lire le track qui a été distribué au Pink Bloc à Bordeaux, du coup. Vas-y. Qui s'intitulait Fuck le travail avec plaisir. Avec un S à plaisir. C'était sur la banderole d'ailleurs. Et c'était ouais. Elle était vraiment belle cette banderole. Hein. Ouais, elle était assez sublime. Ouais. La question est le travail et son refus comme rouage permettant la reproduction du même fascisant. Le travail est une aliénation, une sélection, une ségrégation et une norme imposée. Le travail est la seule condition d'existence dans une société mortifère. Le travail est l'instrument disciplinaire du pouvoir et de sa norme patriarcale hétéro-blanche. Le travail est un crime. Voici la dimension dans laquelle nous vivons, mais on pourra en imaginer d'autres. Un portail est déjà ouvert, et de celui-ci surgissent les monstres, les chelous, les marges. Les monstres glisseraient le long des corps, à travers les banderoles et les fumigènes, mettant à terre les agents du maintien du travail, en dégradant l'idée même de travail. Dans cette dimension imaginaire, nous déclarons la guerre au travail. Nous envahissons les espaces laissés à l'abandon, nous formons une guérilla étoilée et fabuleuse. Et vous, quelle dimension imaginez-vous ? Il y en a qui ont répondu à la question ou pas ? J'ai récupéré 3 dissertations. Moi, le seul truc qui me fait flipper là dans notre époque, c'est la reprise de ces critiques du travail. Alors, c'est pas un truc très original que je veux dire, mais c'est la reprise de ces critiques par le néolibéralisme et toute. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que quand on va critiquer le travail, souvent on critique un travail qui n'existe plus en fait, qui fonctionne beaucoup plus à la Macron, à la start-up, à la flexibilité. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut critiquer maintenant, quoi. C'est ça le travail du futur, et qui est beaucoup beaucoup plus pervers que le modèle de travail qu'il y avait avant. Et moi c'est beaucoup plus ça qui me fait peur, quoi, ou qu'on devienne tous des auto-entrepreneurs, qu'on se mette tous à faire des pages Facebook et qu'on soit tous un peu artistes, quoi. C'est vraiment flippant comme monde. C'est déjà un peu le cas, hein. Ouais, mais justement, quoi. Et j'ai l'impression que rien qu'avoir une page Facebook, ça génère du fric. Ouais.
Mais avec une interprétation en fait contraire à ce que disait Queen sur Debord. Oui. Du fait en fait que dans cet idéal du travail moderne, il y a en quelque sorte plus de séparation, mais il y a plus de séparation au prix en fait de sacrifice de quasiment tous les désirs, puisqu'on travaille tout le temps. En fait, on a des téléphones qui sont reliés à nos mails, à nos clients qui peuvent appeler n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ou je ne sais pas, c'est pas les clients, c'est des collègues ou je ne sais quoi. Et en fait, on travaille tout le temps. J'ai vu un parce que j'ai tapé un jour sur Google comment gagner de l'argent facilement et j'ai vu un moi site. J'ai des pop-up qui s'ouvrent comme ça. Non mais moi je l'ai fait volontairement, donc c'est un peu plus triste, mais c'était un site qui s'appelait 5 euros et en gros tu devais c'est du microservice comme ils appellent, un truc d'économie partagée, et en gros tu proposes tes services, quoi. Genre, pour 5 euros, je vais te retoucher ta photo. Pour 5 euros, je vais traduire un texte de 500 mots, quoi. Et en fait, tout fonctionne comme ça, quoi. Et bien sûr, tous les utilisateurs sont notés, tous les utilisateurs ont une photo de profil, ont des commentaires, on voit leur nombre de commandes en cours, on voit leur nombre leur réactivité, tout ça. Et en fait, moi, je regardais un peu traduction, je me dis, pourquoi pas et tout. Je voyais des gens faire des traductions, c'était des gens qui étaient en master, enfin qui avaient un master en langue et tout ça, qui se mettaient à faire ça, et moi ça m'a fait angoisser, parce que je me suis dit là en fait c'est vraiment on va vraiment dans le fond du truc, quoi, le microservice pour 5 balles. Enfin, alors je suis pas un grand défenseur du droit du travail, mais là il y a même plus de droit du travail, c'est genre tu travailles tout le temps. C'est genre n'importe quand, tu peux te réveiller à 3h du mat, il faut toujours avoir son portable sur soi. Juste pour avoir 2 balles, quoi, à la fin, pour s'acheter, enfin pour pouvoir rien s'acheter, je sais pas, pour pas pouvoir vivre. Puis des jobs qui sont pas forcément utiles. Il y a un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber qui avait écrit un article assez intéressant. Je me rappelle plus exactement du titre, mais en gros il développait l'idée en fait que du fait de la disparition de l'emploi avec l'automatisation, etc. Les politiques et les entreprises et tout ça créent ce qu'il a appelé des bullshit jobs, des boulots de merde. Des boulots de merde, ouais. Et dans lesquels en fait on ne fait rien à part brasser du vent et du vide, et juste pour avoir une existence sociale, puisque l'existence sociale aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression, se résume énormément au fait d'avoir un emploi, et pas autre chose. La question aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, en général, c'est alors tu fais quoi dans la vie? Et quand on te dit tu fais quoi dans la vie, on n'attend pas à ce que tu répondes je pars en vacances ou alors j'éduque mes enfants, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton taf, et c'est ça qui résume ton identité, justement, quoi. Il y a deux tensions. Il y a à la fois le travail qui est censé venir dire qui tu es, dire ce que tu fais, quelles sont tes passions, enfin dans quoi tu t'investis. Mais en même temps, il y a aussi c'est une question d'argent aussi. Il y a quand même, si on dit les pauvres et les précaires, c'est pas pour rien, c'est pas un faux langage. Il y a des gens qui font des boulots de merde parce que ils ont besoin de subsister, enfin de survivre. Mais après, ce qui est pas mal dans ce travail qui a été fait sur les boulots de merde, c'est que justement, ça a été repris et on va du cireur de chaussures au trader, et en fait le trader s'emmerde autant que le cireur de chaussures. Donc c'est aussi pour ça que repenser la question du travail est importante au niveau de l'intérêt, mais je pense qu'on peut pas non plus complètement l'enlever de l'économie totalement, quoi. Mais je crois que tu fais référence d'ailleurs, Queen, à ce livre Boulot de merde qui est trop bien, qui s'inspire de Graeber, qui s'inspire de Graeber, qui est trop bien et qui donne pas envie de travailler, en fait, qui donne juste envie de faire des ads, quoi. Ouais. Voilà. Mais alors ce qui est fou, c'est que maintenant, et alors c'était Nathalie, je lisais un truc de Nathalie Quintal l'autre fois. Nathalie, voilà. Mais non, mais il y a d'autres gens qui l'ont dit avant elle, mais elle sur le monde de l'art, quoi, et elle disait que c'est un peu une avant-garde en gros de ce que va être le futur, quoi. C'est un peu un modèle, le monde de l'art, le monde de la mode. Et elle disait que maintenant il y a des gens qui payent pour travailler, quoi. Et qu'en fait le modèle ça va être maintenant ça, quoi, les gens qui vont se mettre à devoir payer pour avoir un travail, et que sûrement dans l'avenir ça va déterminer énormément de choses,
Ça c'est moi qui le dis, hein. Mais c'est moins brillant que Nathalie, mais ça va déterminer énormément de choses, qu'il y aura ceux qui auront un travail et ceux qui en auront pas, quoi. Et ça va vraiment créer de nouvelles classes sociales, sûrement. Je sais pas, mais ça va être très bizarre en tout cas. Et ce bouquin sur la mode là que je lisais, qui était hyper drôle et absolument effrayant, mais voilà, en fait, c'est l'économie de la mode qui est une des économies les plus florissantes, c'est 10% du PIB mondial, mais ne fonctionne qu'avec des stagiaires. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, c'est incroyable. Ils sont tous stagiaires en fait. Personne n'est payé. Tout le monde. Dedans, la sociologue, elle parle de cette règle du jeu qui veut que d'un côté, on va faire les boulots commerciaux qui font pas payer, qui sont pas payés parce qu'ils sont prestigieux, donc ils sont payés en prestige. Et de l'autre, il y a les boulots. Non, attends, j'ai dit n'importe quoi. Oui, non, il y a les boulots commerciaux qui donnent plein d'argent. Donc ils sont payés en argent parce qu'il faut subsister. De l'autre, il y a les boulots prestigieux qui sont payés en prestige. Et le but, c'est d'être entre les deux, quoi. Mais finalement, ça va être le modèle de comment va fonctionner le travail, quoi. Ouais. Sur la réputation, sur les pages Facebook, l'identité. Enfin, ça va être dégueu le monde. Mais du coup, il faut venir dans les poches de résistance, quoi. C'est cool. Mais, pardon. Non, c'est que le milieu associatif, c'est le même paradigme en fait. Le bénévolat, le plaisir au travail, c'est de ça dont s'inspire aussi le milieu de l'entreprise pour inciter à avoir plus de plaisir au travail, donc d'être plus investi, travailler sur... le bénévolat, c'est tout bénef, quoi. Et Macron, il est vraiment dans cette politique-là de faire fonctionner d'autant plus de services publics grâce aux associations et à leur bénévolat, c'est-à-dire leur exploitation volontaire. Il faut faire super gaffe à ça parce qu'effectivement c'est un laboratoire d'expérimentation pour le libéralisme aujourd'hui, quoi. Le milieu associatif et le milieu culturel, quoi. Je suis vraiment d'accord avec ça, et d'autant plus faire attention à cette notion de plaisir qui pourrait être chère au Pink Bloc par exemple, qui revendique le plaisir, etc. Mais de quel plaisir on parle en fait? C'est celui de Mieli. C'est le plaisir de quelques poches de résistance dans le travail où on peut prendre du plaisir et retrouver un peu du sens à notre travail, parce que c'est possible, mais c'est avec l'investissement que ça représente, autant de stress, autant de burn-out, autant de suicides dans des milieux qui pourtant devraient être uniquement joie, plaisir et don de soi. Oui. Oui, ouais. Moi, ce que tu disais, Lolo, ça me faisait juste penser à un truc, c'est juste une anecdote comme ça, mais il y a Arte, il y a 1 an ou 2, qui avait fait une série qui est pas très bonne, mais dont le pitch de base était assez intéressant, où ça racontait l'histoire d'une société dystopique, qui était la France, dans laquelle, en fait, la société avait été divisée en 2 classes, ceux qui travaillaient et ceux qui ne travaillaient pas. Et il y avait d'un côté ceux qui travaillaient qui étaient soumis à des cadences absolument infernales et horribles, avec au-dessus d'eux l'épée de Damoclès de leur dire que si ils ne tenaient pas les cadences, ils finiraient de l'autre côté d'un mur qui avait été construit pour séparer la société en 2, chez les inactifs, les marges, les chelous justement, les monstres, des gens sales, crades qui n'étaient pas capables de travailler ou ne voulaient pas travailler. Mais oui, on reconnaît la finesse de la science-fiction d'anticipation, comme toujours, qui met des gros murs toujours au milieu. mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Du coup, je sais pas si on va peut-être terminer là. Je sais pas si vous avez des trucs à dire encore. Le travail, non. D'accord. Non, d'accord. Plus de travail alors. Non, on veut s'enfoncer les doigts dans le cul. On veut s'enfoncer les doigts. Parce que ce qu'on aime, c'est se tripoter le derrière. Et c'est pas un travail. Et pardon, on va s'écouter Klaus Nomi, Total Eclipse. Argue about what they got, making the planet so hot, hot as a Holocaust. Blow up, everything's gone.
alors c'était Klaus Nomi avec Total Eclipse. On aime Klaus Nomi. Voilà, c'était mon commentaire. C'était intéressant. Ouais. Et donc, en fait, je crois que c'est Lily la sorcière. Est-ce que c'est Lily la sorcière ou la petite sorcière? Alors, déjà, c'est la magicienne. Je suis pas sorcière. Merde. Je suis magicienne. Mais premièrement. Je suis désolé. Non, mais j'ai amené mon petit frère Valentin qui avait fait une fiche de lecture. C'est le moment de lui passer la parole ou pas? Attends, Ah oui, il arrive. Valentin. Oui. Ah, le voilà. Oui, bonjour. Oui. En fait, moi, déjà bonjour. Alors, moi, je suis étudiant en licence sélection travail à l'université de Bordeaux. Alors, je suis très content d'être là parce qu'en fait, comme c'est la fête du muguet aujourd'hui, la fête du travail, et ben moi, avec mes études, moi, je dois faire une fiche de lecture. Voilà. Alors, du coup, je suis allé à la librairie du muguet, puisque comme c'est la fête du muguet, et j'ai trouvé ce livre. Alors, Libérons-nous du travail du comité érotique révolutionnaire. Bon, déjà, j'ai pas compris pourquoi un comité érotique voulait se libérer du travail, parce que moi, je pensais que c'était bien le travail à la base, parce que ça rapporte de l'argent et que l'argent, ça rapporte du futuroscope, enfin des sorties au futuroscope. Enfin, on s'amuse bien, quoi. Donc, je suis allé voir à la page 34, et alors à la page 34, il y avait marqué dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail, de Théodore Adorno, Culture Industrie. Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, alors, j'ai bien compris que ça parlait de loisirs. Moi, j'aime bien les loisirs. C'est quand on travaille pas. Les loisirs, en fait, quand on s'amuse parce qu'on travaille pas. Sauf qu'en fait, voilà, le capitalisme avancé, l'amusement, c'est le prolongement du travail. Bon, ok. Alors, ok. Moi, je cherche. Alors, je vous lis ou pas? Je vous lis mon passage. Alors, bon, je vais essayer de comprendre. S'il te plaît. Le loisir est une invention de la société du travail. Oui, parce qu'en fait, je change de voix quand je lis. C'est impressionnant. Oui, en fait, ça, c'est parce que j'ai 2 cordes vocales et j'utilise en fonction. Donc, alors, je reprends. Le loisir est une invention de la société du travail, d'une société de séparation fonctionnalisée des différents moments de l'existence. Le loisir est ainsi une continuation séparée du travail et non son contraire. C'est l'impératif de consommer en soirée et en week-end des miettes de ce qu'on a produit en journée et en semaine. C'est l'obligation de consommer sous forme de spectacle ce qu'on n'a pas pu vivre à cause du travail et de son monde. L'amour, l'amitié, l'aventure. C'est un emploi du temps, organisé comme celui du travail avec des activités marchandises, sport, cinéma, programmes télévisés, qu'on achète et qu'on effectue de telle heure jusqu'à telle heure, parfois sous direction d'un contremaître des loisirs, l'animateur. C'est l'injonction de se mettre en spectacle au sein des réseaux sociaux et des lieux publics comme marchandises conformes aux impératifs du spectacle médiatico-publicitaire. Être cool, pas critique. Être fun, pas spontané. Être branché et pas singulier. Après s'être mis en spectacle au travail comme marchandise conforme aux attentes de l'encadrement et ou des clients. Oh là là, c'est vachement compliqué quand même. Alors d'accord, bon, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc le loisir, c'est une invention de la société du travail, mais alors ça veut dire que... Alors là, je suis obligé de tout remettre en question, mais je vais continuer la lecture. Je vais continuer la lecture un peu, parce que ça continue un peu après. Alors le loisir... Le loisir, comme organisation capitaliste du hors-travail au moyen du spectacle, comme organisation d'une sexualité travail, chosifiée, au moyen de l'industrie pornographique réprimant toute sexualité érotique non normée, ou encore comme organisation de l'adrénaline travail, au moyen des parcs d'attractions réprimant toute adrénaline non marchande, vise à une impossibilité de toute situation, c'est-à-dire de toute expérience individuelle ou collective, véritablement subjective, spontanée, hors des clous. Le loisir est en réalité une continuation du travail, comme consommation de marchandises travail standardisées plutôt que de création subjective, comme performance génitale complètement standardisée plutôt que de plaisir érotique intersubjectif, comme capitalisation de relations sociales plutôt que de rencontres, comme compétition sportive organisée selon une division spécialisée du travail plutôt que comme jeu collectif continuellement réinventé, comme consommation de marchandises culturelles... Oh là là, c'est long, dis donc. Je continue. Plutôt que comme génération de détournement, comme consommation touristique de travail et des lieux exotiques standardisés, plutôt que comme aventure. C'est quand même vachement intéressant. Alors attends, parce que je crois que c'est la dernière phrase, il faut que je me concentre.
Le loisir est, enfin, une immense série de divertissements visant à nous divertir, nous détourner de toute révolution contre l'ordre monstrueux du travail, c'est-à-dire contre toute séparation fonctionnelle de l'existence humaine et contre toute organisation normée de notre existence non productive. Ah, d'accord. Ah, donc en fait, quand je vais au Futuroscope faire mon kéké et le poster sur Facebook, en fait, mais en fait, même quand je me détends du travail, c'est encore le résultat du système du travail. C'est quand même vachement bien foutu, ce système du travail. J'ai bien fait de me bouger pour la fête du muguet avec cette fiche de lecture. Alors moi, mais j'ai lu tout ça, mais j'en fais quoi du coup? Le travail, c'est mon poison et le loisir, c'est mon calmant. Si j'enlève mon calmant, j'ai toujours le poison. Ouais, c'est un peu compliqué. J'espère que mon travail vous a apporté du loisir quand même. Ah non, pardon. Attendez. Non. J'espère que ma création subjective vous a apporté un plaisir érotique intersubjectif pour penser des jeux collectifs continuellement réinventés, des aventures et des générations détournements. Ah, décidément, ce muguet. Merci Valentin, merci beaucoup. Donc c'est vraiment moi. Voilà, c'était un texte du coup du comité érotique révolutionnaire. Oh, merci. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Oh. Merci Valentin. Oui, vous me faites des signes. C'est toi, Annal, qui doit parler? C'est toi, Queen? Oui, c'est toi, Queen, oui, bien sûr. Oui, alors, j'étais en train de regarder ma Cronenbourg, là. Et c'est des bouteilles qui vraiment ont rien de spécial. Mais ils font une opération, je sais pas pourquoi. Édition limitée. Voilà, alors je ne comprends pas comment on peut avoir une édition limitée de Cronenbourg. C'est pour en boire de façon illimitée. Oui, c'est peut-être ça. Mais c'est pour faire les loisirs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour illimiter les loisirs, non? Non, c'est un peu ça, peut-être. Et du coup, on va s'écouter une petite musique, un flux de luxe de Aksak Maboul et Véronique Vincent.
Oui, on s'est écouté un peu de musique, c'était bien. Véronique Vincent et Aksak Mabou, la flûte de luxe, on veut du luxe. Et du coup, c'est etc. et Queen de Bord qui ont préparé quelque chose. Donc, je vous laisse parler. Pour la nouvelle rubrique lecture dont on a parlé la semaine dernière. Lecture. Avant l'agenda, il y aura une rubrique lecture où on ne lit pas forcément des textes pendant 5 minutes, mais on parle de textes qu'on a lus et qu'on invite à lire. Pendant 10 minutes. Voilà. Pendant 10 minutes aussi. Donc aujourd'hui, on a choisi avec etc. 2 brochures qui sont disponibles sur InfoKiosque. La première, En finir avec le placard, qui est un recueil de textes de prisonniers politiques LGBT, et Queer Fire, qui regroupe plusieurs textes, notamment un autour de la brigade George Jackson. La première, donc parlons de la première, En finir avec le placard. En français, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense qu'en anglais, c'était mieux. C'est traduit de l'américain. Contient un premier entretien mené par le QUISP. Le QUISP, c'est le Queer Women and Men in Support of Political Prisoners. C'est les queer hommes et femmes qui soutiennent les prisonniers politiques aux États-Unis. Et ils ont mené un entretien avec 3 femmes qui étaient en prison en 1991. Ça faisait déjà très longtemps qu'elles étaient en prison. Elles avaient été arrêtées avant les années 80 pour certaines. Et ces 3 femmes activistes ont écopé de lourdes peines de prison pour possession d'armes et d'explosifs. Donc elles ont passé énormément de temps en prison. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes qui sont engagées dans la lutte armée, mais la plupart aussi sont dans les milieux queer ou sont des lesbiennes. Et là, les 3 personnes que rencontre le QUISP, ce sont Linda Evans, Suzanne Rosenberg et Laura Whitehorn. Ce que donne à lire la brochure et qui est assez intéressant, c'est qu'on peut observer la position politique qui est prise par ces personnes-là et la manière dont elles étendent la lutte en tant que queer, lesbiennes, en se liant aux autres personnes qui sont opprimées. Et à partir de ça, on va vous lire 3 petits extraits, etc. On a choisi quelques-uns dans les paroles de Laura Whitehorn qui dit... Alors oui, c'est un extrait, un avis sur la lutte de Laura Whitehorn. Donc elle dit « Je crois que toute lutte venant d'abord de gens blancs de la classe moyenne risque de ne pas être pertinente si elle ne s'allie pas avec les luttes des personnes opprimées. » Plus loin, elle dit « Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment des êtres humains si on ne se bat pas pour tous les opprimés. » Ça continue. Je pense que c'est très important que les gens puissent lutter pour diverses causes sans établir une hiérarchie ou une liste limitative. Je continuerai à me joindre à des groupes dont le principal programme est, par exemple, l'antiracisme ou le soutien à la Palestine ou à Porto Rico, parce que ce sont des choses autant importantes pour ma propre émancipation que l'émancipation des femmes et des lesbiennes. Et elle ajoute... Je ne vais pas demander à ce que ma propre émancipation soit sur tous les agendas politiques, mais je ne vais jamais renoncer à mon identité, à mon droit au respect, à l'urgence et à la légitimité de l'émancipation des lesbiennes, des gays et des femmes. Donc ça, c'était un petit extrait de Laura Whitehorn. Pour que vous voyez un peu plus aussi, il y a une petite anecdote, elle parle un peu de Stonewall, des émeutes de Stonewall, et où elle dit « Ce n'est pas un hasard que les leaders de Stonewall étaient des gays et des lesbiennes du tiers-monde. Je pense donc qu'il est important de reconnaître, quand se pose la question des alliances et des coalitions, que nous n'avons pas besoin d'inclure les autres gens, que nous avons besoin de nous allier avec eux, elles, d'apprendre d'eux, d'elles, de nous battre. À leur côté, nous devons les soutenir et nous devons nous battre pour eux, elles, comme pour nous, car dès que nous acceptons les divisions ou ignorons l'urgence de lutter contre le racisme, nous perdons. » Donc on voit que ce sont des femmes qui ont vraiment tout de suite lié leur lutte aux luttes des Noirs aux États-Unis. C'était extrêmement important de se définir comme femme blanche et de se dire à quel point en tant que femme, queer, lesbienne, on doit se lier aux autres luttes. Et c'est vraiment quelque chose qui occupe une grande place dans ces textes-là de cette brochure. Alors pour parler un peu de Laura Whitehorn, elle est née en 1945 à Brooklyn, à New York.
Elle a fait des études donc, dans les années 60. En 61, ça, c'est plutôt sa participation, enfin ses débuts un peu plus féministes, où elle participe en fait à l'occupation de la faculté, où ils prennent le contrôle d'un bâtiment de l'université de Harvard. Elles sont à peu près 400 femmes pour protester contre la guerre du Vietnam et réclamer un centre pour femmes, enfin des salles, enfin une autre manière d'enseigner. Et du coup, ça fonctionne. Et jusqu'en 92, cette école de femmes de Boston-Cambridge, ce sont des collectifs de femmes qui dispensent les cours bénévolement. Donc ça a bien fonctionné. C'est des cours de quoi ? Des cours de langue, des cours d'économie, multiples cours. Enfin, j'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est à peu près 13 disciplines, des mathématiques, de l'histoire certainement. Et ils faisaient pas des cours en plusieurs langues aussi ? Si, il y avait anglais, espagnol, français, latin, italien, plusieurs langues, oui, effectivement. Ouais, déjà, l'idée que ça ne doit pas s'adresser à la population majoritaire, blanche, américaine, homonormée, et qui parle anglais, quoi. Ouais, exact. Alors après, je vais vous citer les organisations dont elle a fait partie, dont elle était membre actif. C'est des organisations radicales, puisqu'elles étaient armées pour la plupart. Donc, elle a fait partie d'organisations communistes du 19 mai, comité John Brown anti-clan, collectif Madame Bean Graphic. Ça, c'était un collectif qui fabriquait des affiches, des affiches militantes. The Weather Underground Organization et la Prairie Fire Organizing Committee. Voilà. Alors, donc, elle a passé 14 années en prison, dont plusieurs années dans un... Comment on dit dans un centre de haute surveillance. Ouais, c'est ça, dans des centres de haute surveillance. Donc les chefs d'accusation, donc ils ont été arrêtés. Elle a été arrêtée avec plusieurs personnes en 1988, avec 7 autres membres d'autres organisations ou de la sienne. Donc le chef d'accusation décrit l'objectif de la conspiration comme étant d'influencer, donc ça c'est cité, d'influencer, de changer et de protester contre les politiques et pratiques du gouvernement des États-Unis concernant diverses affaires internationales et nationales par l'utilisation de moyens violents et illégaux. Donc ils utilisaient pour la plupart beaucoup d'attentats à la bombe. Pour les actes, donc les bâtiments, 3 installations militaires dans la région de Washington DC, 4 sites à New York. Les sites militaires bombardés, donc attentats à la bombe, étaient le National War College à Fort McNair, le Washington Navy Yard Computer Center et le Washington Navy Yard Officer Club. À New York, les sites attaqués à la bombe étaient le bâtiment fédéral de Staten Island, le bâtiment israélien des industries aéronautiques, le consulat d'Afrique du Sud et les bureaux d'un genre de syndicat très puissant, un syndicat de police, The Patrolmen's Benevolent Association. Donc voilà, et tous ces attentats, par exemple pour le The Weather Underground Organization, une vingtaine d'attentats, il n'y a jamais eu de victimes ni de blessés. Voilà. Donc ce sont des gens qui s'engagent dans la lutte armée, mais par la pose de bombes principalement, qui visent à détruire des bâtiments extrêmement importants, qui s'identifient sur leurs adversaires. Là on voit toute la liste. La liste est longue, mais ça montre à quel point ils ont essayé de rallier d'autres luttes et de vraiment mettre en œuvre les moyens dont ils disposaient pour réussir à le faire. Et peut-être que avant d'écouter ce que je vais raconter sur la brigade George Jackson, qui est peut-être un peu plus radicale encore, on peut faire une légère pause et écouter quelque chose.
Donc cette chanson-là, c'était une chanson de Bob Dylan, tout le monde l'aura reconnu certainement, cette espèce de truc un peu country là, qu'il a gardé avec son harmonica et sa guitare. Mais cette chanson en anglais s'appelle Subterranean Homesick Blues et elle contient certaines paroles. Donc en anglais là on les a pas, mais ça disait exactement... Ça disait pas besoin d'un présentateur météo pour savoir dans quelle direction le vent souffle. Et en anglais, un présentateur météo, c'est un weatherman. Et donc les Weathermen Underground se sont appelés comme ça, l'organisation des Weathermen qui a participé aux premières manifestations et qui sont organisées contre le Vietnam au départ, se sont nommés d'après cette chanson de Bob Dylan. Aussi, donc ça crée un lien direct avec la brigade dont je vais parler, qui est la brigade George Jackson, qui elle-même se dit influencée par les Weather Underground et aussi par la RAF en Europe. Et leur lutte donc, sur le territoire américain, elle prend place dans le contexte de toutes les guérillas urbaines des années 70 en général. La brochure là, dont je parle, elle s'appelle Queer Fire, elle contient plusieurs textes, et celui dont je vais parler, c'est plutôt sur cette brigade George Jackson, parce que c'était certainement les plus radicaux queer dont on a quelques textes encore aujourd'hui. La brochure, elle a certainement été écrite a posteriori, bien sûr, des actions, puisque l'introduction précise vraiment, de façon très précise, et remet dans le contexte américain pourquoi ils ont fait le choix de la guérilla. Pourquoi faire ce choix-là et c'est pas juste un truc super cool d'aller poser des bombes. C'était que donc ils expliquent vraiment que le choix de cette lutte par les moyens d'action était extrêmement important. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont les enfin on l'a dit indirectement, mais ce sont les actions qui parlent, qui prennent sens directement, et il n'y a pas forcément besoin d'un discours. Ils appelaient ça de la propagande armée, la propagande par les faits. La propagande par les faits, par contraste avec la lutte armée. Du coup, le texte sur la George Jackson Brigade commence par un bref historique parce qu'elle a existé que 3 ans, de 75 à 78, et ils sont très vite entrés dans la clandestinité, ils sont passés très vite à des actions où ils ont bombardé quelques bâtiments. Le premier, par exemple, ce qui relie les deux brochures qu'on lit ce soir, ils ont décidé qu'il y avait un homme à Seattle, dans l'Oregon, c'est là où opère la brigade George Jackson, qui a été nommé d'après un Black Panther, un membre du Black Panther Party, qui a été tué dans la prison de Saint-Quentin en 71. Il y avait un recruteur comme ça, quelqu'un un entrepreneur qui refusait d'embaucher des Noirs. Et cette brigade, George Jackson, qui était pour la moitié constituée de femmes, et la moitié de ces femmes étaient constituées de lesbiennes, ont décidé d'agir et d'aller bombarder le bâtiment de cet entrepreneur-là. Donc il y a eu des poses de bombes la nuit, et le bâtiment a été entièrement détruit sans faire aucune victime. C'était vraiment ça, c'est une continuité dans toutes ces luttes-là armées, le désir de ne pas créer de victimes collatérales. Pourquoi ? Parce que souvent il y a eu quelques accidents, et le problème c'est que s'il y a des blessés, ce sont des gens qui leur sont proches, c'est des gens du quartier dans lequel ils vivent, et ils se battent pour eux, donc ils font extrêmement attention à ça, notamment. Du coup, donc c'est ça qui est vraiment... Je vous invite à lire ce texte, puisqu'il ne s'étend pas du tout sur les choix qui ont été faits par les membres du groupe pour entrer dans la lutte armée, mais ils ont vraiment présenté les faits chronologiquement, et c'est en les lisant, on est allé mettre une bombe dans ce bâtiment de cet entrepreneur qui refusait d'embaucher des Noirs, qu'on est allé faire ci, on est allé faire ça, qu'on comprend les motifs de leurs actions. Leurs actions étaient souvent explicites par elles-mêmes. Voilà. Ensuite... si la vie du groupe et la vie de la brigade George Jackson est extrêmement documentée à l'intérieur de cette brochure, parce que la plupart du temps c'était des gens qui vivaient ensemble. Il y a beaucoup de couples qui luttent ensemble, des couples de femmes, des couples hétérosexuels, ils acceptaient toutes les orientations, et du coup c'était vraiment s'engager dans cette lutte toute leur vie. Et la plupart du temps, les gens se faisaient arrêter, et il y avait des séparations comme ça qui disaient que ça apporte une question de la proximité qui peut naître entre des gens qui se mettent à agir ensemble, et les séparations étaient vraiment liées au fait que les gens étaient mis en prison.
Le texte raconte toutes les actions de bombes qui ont été posées, comment la brigade se remet toujours en question, plus ou moins. Chaque fois, ils ont des mouvements de repli comme ça vers la campagne, parce que quand ils sentent que leurs actions correspondent pas à ce qu'ils désiraient faire et que ça devient compliqué, ils se replient dans l'Oregon rural où ils sont soutenus par les gens qui habitent à la campagne autour d'eux. Des gens les soutiennent très consciemment et d'autres un peu plus inconsciemment. L'autre façade beaucoup plus spectaculaire de cette brigade George Jackson, c'est que un de ses membres, Rita Brown, connu sous le nom de B8, était un drag king et aidait à financer les activités de la brigade qui opéraient clandestinement par des braquages de banques. Donc, elle rentrait dans une banque avec un petit panneau, un petit écriteau, arrivait voir le guichetier en disant « Je suis armée, donnez-moi l'argent ». La brigade George Jackson. Généralement, le guichetier lui donnait l'argent et Rita Brown s'enfuyait avec l'argent et elle a toujours échappé à la police parce que une fois qu'elle sortait, elle redevenait légèrement féminine et la police cherchait un homme, donc ils ont mis très 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 longtemps à l'arrêter. La brochure termine sur la manière dont ces gens qui donc du coup ont lutté, ont fini en prison, et ils ont continué la lutte en prison, ils se sont appelés prisonniers de guerre, ils ont lutté pendant des années pour faire valoir la catégorie de prisonnier politique qui n'était pas du tout reconnue, et donc ils ont pris prisoner of war qui était un terme que les Black Panthers avaient eux-mêmes inventé au fur et à mesure qu'on arrêtait leurs leaders un à un. Donc voilà, tout autant de raisons de lire toutes ces brochures, et j'espère qu'on vous fera d'autres rubriques lecture les prochaines fois. Ouais, merci. Écoutez, si je peux me permettre, je suis un peu content qu'on ait eu ça parce que l'émission de la semaine dernière était un peu déprimante et ça met un peu du baume au cœur. Je suis bien d'accord. Et donc voilà, ces brochures qui sont disponibles sur InfoKiosque, ce merveilleux site avec plein de fanzines à imprimer, enfin que des fanzines d'extrême gauchistes. Donc allez-y tout de suite, foncez. Et voilà, ça vous donnera des idées, comme cette brochure, je pense. Et braquer des banques. Et puis braquer des banques. C'est pas un ordre, hein. S'il vous plaît. C'est une injonction. Alors, moi, l'autre jour, j'ai fait un rêve où je rêvais que je finissais ma licence de philosophie. Et j'étais dans la classe de ce professeur que je n'aime pas du tout, donc je ne citerai pas de nom. Bon, il se reconnaîtra, il est fan de Wittgenstein. Mais... on arrivait juste une semaine avant la fin des projets. Alors, je sais pas ce que c'était ces projets, mais bon, il y avait un projet à faire, quoi. Et là, une fille un peu gothique se tourne vers moi, une fille qui voulait m'aider. Enfin, vraiment, c'était gentil, quoi. Elle avait l'air un peu désemparée, mais elle me dit moi, je me mets avec Poupopidou. Voilà. Et en fait, c'était moi, Poupopidou, quoi. Donc, c'était une transition d'ailleurs. Tout ça pour dire que Poupopidou nous a préparé quelque chose. Alors, je vais encore vous lire un petit quelque chose, parce qu'avant de poser des bombes et tout, on est d'abord des enfants. Et comment est-ce qu'on en vient, quand on est enfant, à vouloir poser des bombes? Voilà. Bon. Alors, c'est parti. Ce soir, on va lire Olivia, reine des princesses. Olivia était déprimée. « Je crois que je fais une crise d'identité, dit-elle à ses parents. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais... répond son père, tu seras toujours ma petite princesse. C'est bien ça le problème. Toutes les filles veulent être des princesses, se fâche Olivia. À l'anniversaire de Stéphanie, toutes les filles avaient une jupe bouffante, à volant et rose, avec un diadème et une baguette scintillante. Y compris certains garçons. J'avais tout simplement choisi mon petit pull marin, un corsaire, des ballerines, un rang de perles, des lunettes de soleil, un sac rouge et mon chapeau de paille. Et pourquoi toujours une princesse rose? Pourquoi pas une princesse indienne, thaïlandaise, africaine ou chinoise? Il y a des alternatives. Au spectacle de danse de l'école, il n'y avait que des ballerines déguisées en princesses de contes faits, y compris certains garçons. Mais Olivia, dit sa mère, je crois me souvenir que l'an dernier, toi aussi tu voulais être une ballerine. Oui, mais c'est quand j'étais petite. Maintenant, je cherche à développer un style plus moderne et plus sombre. Oui, Olivia, c'est l'heure de ton bain, dit sa mère. Et pour la fête d'Halloween à l'école, continue Olivia, en quoi étaient déguisées les filles d'après toi? En princesse? En princesse!
Je suis venu déguisé en phacochère. J'ai fait mon petit effet. Si tout le monde est une princesse, alors ce n'est plus intéressant d'en être une, dit Olivia. Pourquoi vouloir être toute pareille? Après le bain, sa maman lui lit une histoire. Il était une fois une très belle jeune fille, enfermée dans un château par une méchante reine. Un jour, un prince arriva, la délivra, et elle devint sa princesse. Ah non, crie Olivia. Bon, dit sa maman, que cette discussion commençait à lasser. Je vais te raconter l'histoire de la petite fille aux allumettes. Il était une fois une petite fille qu'on forçait à vendre des allumettes, pieds nus, dans la neige. Brûler les allumettes lui tint chaud un moment, mais rapidement, elle n'en eut plus. Oh maman, c'est trop triste, dit Olivia en pleurant. Je ne veux pas être une princesse, mais je ne veux pas non plus mourir de froid dans la neige. Et moi, ce que je veux, c'est que tu fasses dodo dans 5 minutes, lui répond sa mère. Alors avant, lis-moi l'histoire du petit chaperon rouge. Non, Olivia, c'est l'heure de dormir. Mais juste le passage où ils se font tous dévorer, s'il te plaît. Non, et maintenant, j'éteins. Olivia est allongée dans le noir. Elle essaye de dormir, mais elle n'arrive pas à arrêter de penser. Et si je devenais infirmière pour me consacrer aux malades et aux personnes âgées? Je pourrais m'entraîner à faire des bandages sur mes frères et aussi à tester sur eux d'autres traitements. Ou je pourrais adopter des orphelins du monde entier. Ou être reporter et faire des révélations sur les méfaits des multinationales. Quand tout à coup, je sais, je serai reine. Trop bien. Merci. De rien. Ah voilà, bah, soyez des reines. Hein. Soyez des reines. C'est un peu le message. Oui, bah oui, oui. Mais vous l'êtes déjà en fait, il n'y a même pas besoin de vous Oui, leur voilà. l'être. Quoi. Nous Surtout sommes tous moi. Des reines. Surtout Queen. Et du coup, c'était voilà, on est tous désemparés là. Là, je vois sur ma feuille que on doit parler un peu d'avenir, de médium, de voyance, et c'est l'horoscope. Des astres. Très bien. Est-ce que vous êtes toutes prêtes? Nous sommes prêts. On attaque avec les béliers. Horoscope. On attaque juste le signe de l'horoscope aujourd'hui est placé sous le signe du travail, à notre manière. À notre manière. Bélier. S'il y en a autour de la table, vous vous retrouverez. Il y en a plusieurs. Bélier. Ce qu'admet, plus que jamais, la force sera avec toi. L'aboutissement de tout ton travail laissera quelques morts sur le dance floor. Taureau, fini les vacances, diront certains, nous ne sommes pas d'accord. Il est temps de recréer et d'instaurer la fête des fous, surtout sur ton lieu de travail. Cancer. Britney l'a dit, you have to work, bitch. Oui, mais avec un verre de martini dans une main et un fouet dans l'autre. Gémeaux, comme disait la grande Rihanna, rock, 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 rock. Alors bouge-toi le cul, mais avec classe et panache. PS, souvenir du Macumba. Et Lion, écoute tes copains chômeurs, il fait trop beau pour travailler. Alors démissionne, monte en squat, le RSA n'attend plus que toi. Vierge, life is a mystery. Plus de temps à perdre au bureau. So, fuis et pars découvrir le monde, si possible nu sur un cheval galopant à travers les champs. Balance, le temps des questionnements est révolu. À force de peser le pour et le contre, rien ne va plus. Alors suis le seul chemin qu'il te reste, celui des bombes et de l'abolition de tes entraves. Scorpion, il paraît que le travail c'est la santé, mais vu ta mutuelle, te fais pas chier et mets-toi en arrêt maladie. Sagittaire, le travail c'est mon élixir de jouvence, je ne vieillis pas, disait Henri Salvador. Mais ne l'écoute pas, il est vieux et mort. Capricorne, eh oh, on rentre du boulot, chantez les 7 nains. Si comme eux, tu es fatigué, prends ta pioche et dézingue tout. Eh oh, c'est fini le boulot. Verseau, la révolution a sonné et t'appelle. Il n'y a aucun travail que tu ne puisses pas entreprendre comme tu l'entends, puisque c'est toi qui tiens les rênes du chariot et qu'il ira dans le sens que tu lui donneras. Et enfin, Poisson, comme disait la grande Rebecca Warrior, je refuse de travailler, ça me prend beaucoup trop de temps, j'en ai besoin pour baiser et me droguer en espérant que du pognon va tomber du ciel abondamment. Alors ferme les yeux et écoute, la grande prêtresse démissionne.
Oh, ben merci. Wow, c'était un horoscope rondement bien écrit. Hein. Il est fantastique. Ça fait, il était vraiment fantastique. une semaine qu'on bûche dessus. Oui, je peux le dire. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est l'agenda. Agenda. Et avant toute chose, on a un anniversaire à fêter. Donc en 1972, c'est la Cour suprême déclare l'alcotest valide au Canada. Le 1er mai 72. Ensuite... Ah, et ben vendredi, nous vous donnons rendez-vous à 20h pour une super soirée à la MAC qui s'appelle The Gender Fister Show Party. Il y aura des dragues, des paillettes, du bon son et un peu de politique dans tout ça quand même. Alors venez. Et puis c'est tout. Parce qu'il se passe plus rien à Bordeaux. Donc, venez vendredi, il y a que ça à faire. Même si le 5 mai c'est le bicentenaire de Marx, donc et puis c'est tout quoi. Voilà. Et ouais, il y a plus rien d'autre. Non, c'est bon. Non, je veux dire pour l'agenda. Non, c'est bon. déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. On se On repose. attend le 8 mai en fait. On attend le 8 mai, oui, pour dormir un peu quoi. Tu avais quelque chose à nous dire, Anal? Dis-nous tout. Vous lire en fait. C'est un extrait du manifeste contre le travail écrit par un collectif qui s'appelle Crisis, un collectif allemand, en 1999. C'est 2 très courts extraits. Un cadavre domine la société, le cadavre du travail. Toutes les puissances du monde se sont liguées pour défendre cette domination. Le pape et la Banque mondiale, Tony Blair et Jörg Haider, les syndicats et les patrons, les écologistes d'Allemagne et les socialistes de France. Tous et toutes n'ont qu'un mot à la bouche: travail, travail, travail. Les ennemis du travail ne veulent donc pas s'emparer des commandes du pouvoir, mais les détruire. Leur lutte n'est pas politique, elle est anti-politique, puisqu'à l'époque moderne, l'État et la politique se confondent avec le système coercitif du travail. Ils doivent disparaître avec lui. Prolétaires de tous les pays, finissez-en. Et je rajouterai en citant le phare, caressez-vous. Yes, merci. L'émission touche à sa fin et moi j'avais quelques trucs prophétiques à dire. Ne cédez pas à la paranoïa. Le pouvoir vit par la division. Et gardez toujours en tête ce premier principe. Si tu ne l'as pas vu ou entendu, ne le raconte pas à tous tes amis. Et la semaine prochaine, c'est sur Marguerite Duras et la dialectique. Ouais, comme prévu. Enfin. Voilà. Donc, on était hyper contents que vous écoutiez l'émission. On espère que vous étiez hyper contents d'écouter l'émission. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Et on va se quitter sur Quiz, le nouveau son de Cupcake. Oui. Et voilà. Gros bisous. Bisous. À la semaine prochaine. lip.